Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons faire la deuxième partie du CM sur les activités agricoles dans les espaces ruraux. Et après s'être intéressé de manière assez approfondie au modèle productif qui est dominant, on va voir en quoi les espaces agricoles sont inégalement intégrés dans la mondialisation et les conséquences que ça a sur les différents systèmes agricoles. On va d'abord partir du constat que la mondialisation met en concurrence et hiérarchise les espaces agricoles. Effectivement, c'est une des caractéristiques de la mondialisation. Alors, je refais un tout petit point sur la définition de la mondialisation que vous devez connaître, en général, vous l'avez abondamment vu dans vos études. C'est la mise en relation et l'accroissement enfin, la mise en relation des différentes parties du monde et l'accroissement des échanges entre ces différentes parties du monde qui a pour conséquence de hiérarchiser les territoires en fonction de leur intégration au système. Du point de vue économique, cela se traduit par une libéralisation de l'économie, afin de faciliter les échanges de marchandises et cela se fait par exemple en baissant les taxes douanières. Donc ça, c'est le contexte économique qui est celui de la mondialisation, celui, du libéralisme économique et ça a pour conséquence, cette mondialisation, de faire, mettre en concurrence des productions agricoles du monde entier, puisqu'elles peuvent être échangées et vendues dans le monde entier, alors qu'il existe de grandes disparités entre les pays riches et les pays pauvres, entre les petits et les grands agriculteurs. Donc la mondialisation met en concurrence des systèmes agricoles et des agriculteurs dont les caractéristiques sont très différentes. Cette mondialisation a également une autre conséquence, c'est celle de la déterritorialisation de l'agriculture. C'est-à-dire, déterritorialisation, c'est l'éloignement, un éloignement croissant entre les lieux de production et les lieux de consommation des produits agricoles. On ne produit pas la nourriture forcément là où elle est consommée. Je vous ai mis quelques photographies d'exemples sur les supermarchés. Regardez, si vous allez au supermarché, regardez l'origine des produits, des légumes et des fruits. Vous allez voir, vous allez trouver les 5 continents, ça vient ici, bah, vous avez, en plus je vous ai mis des exemples, donc c'est de l'ail, des oignons, du persil. C'est des produits qu'on produit en France, hein. On parle pas de mangue, on parle pas, de dattes ou d'avocats, on parle de produits qui sont abondamment, cultivés en France, mais qui sont parfois vendus en venant d'Argentine, de Nouvelle-Zélande, d'Égypte, d'Espagne. Et donc ça montre cet éloignement entre les lieux de production et les lieux de consommation. Cette, mise en concurrence des différents espaces productifs conduit, pour les agriculteurs à une très forte pression pour être compétitifs et entrer dans la logique, libérale et ça a des conséquences très fortes sur les systèmes agricoles avec parfois des spécialisations, dans certains produits pour essayer, d'être concurrentiels. Et donc je vais vous donner un peu, un exemple sur l'impact de la mondialisation sur le secteur agricole d'un État avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est actuellement le premier producteur mondial de cacao, avec 40 de la production mondiale de cacao. Heu, donc on se rend compte de l'importance de ce secteur pour le pays. Actuellement, il emploie plus d'un tiers de la population du pays et donc l'économie, de la Côte d'Ivoire est dépendante de cette spécialisation. Alors c'est une spécialisation qui est, heu, on va dire ancienne, et par exemple, elle s'est renforcée dans les années 60 après l'indépendance et ce système agricole était, organisé et régulé par l'État, par une caisse, qui avait plusieurs, enfin qui gérait cette production, qui, fixait un prix minimum pour, les agriculteurs, qui échelonnait la vente du cacao afin d'éviter les variations de prix. Comme ça toute l'année, il y avait, on va dire un stock constant qui pouvait être autorisé à la vente pour éviter que, il y ait, une surproduction qui fasse baisser les prix à un moment, puis une crise qui les fasse remonter ensuite. Donc, une régulation, du marché économique du cacao produit par, la Côte d'Ivoire. Sauf que dans les années 1980, il y a eu un bouleversement des marchés internationaux, avec les politiques néolibérales, donc une dérégulation des marchés, l'émergence de groupes privés d'envergure mondiale, pour le cacao spécifiquement, l'arrivée de nouveaux concurrents asiatiques, notamment l'Indonésie et la Malaisie et donc l'économie de la Côte d'Ivoire, non seulement est fragilisée au début, mais elle finit par s'écrouler
Et dans ces conditions, le pays accepte les conditions du FMI, du Fonds monétaire international, et libéralise sa filière stratégique du cacao. Donc, la Côte d'Ivoire est obligée de renoncer à un contrôle de l'État. Donc, il n'y a plus d'échelonnement des ventes, par exemple, ce qui amène à de la spéculation, des gens qui stockent le cacao pour pouvoir le vendre quand il est plus cher, et donc de la volatilité des prix qui change fortement. Les producteurs locaux, sont incapables en fait de faire face aux firmes transnationales qui dominent le marché, et donc les paysans se retrouvent employés par des firmes transnationales et donc doivent accepter les prix imposés. Donc je vous rappelle qu'avant il y avait un prix minimum garanti par l'État pour les producteurs, là ça n'existe plus, et donc en fait on constate que les revenus sont divisés par 2 en bout de chaîne, donc c'est-à-dire pour les paysans qui cultivent les cacaoyers. Donc là, on a l'exemple, où, l'impact de la mondialisation sur le secteur agricole d'un État a été extrêmement délétère pour les principaux producteurs. Ce qui est l'inverse de on a vu le cas du Brésil qui, au contraire, a bénéficié, de l'intégration et la mondialisation pour devenir un très grand exportateur de produits agricoles. La Côte d'Ivoire est toujours un très grand exportateur de cacao, mais cela se fait au détriment du prix pour, les paysans qui cultivent. Donc voilà pour cet exemple. De manière générale, on assiste en fait à une hiérarchisation des espaces agricoles en fonction de leur capacité d'adaptation aux logiques de mondialisation. Et je voulais vous mettre ce dessin que je trouve assez représentatif en fait de la situation, puisque c'est le problème de mettre en concurrence avec les mêmes règles du marché. Ici, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui gère les échanges commerciaux à l'échelle, enfin qui gère, qui détermine des politiques commerciales à l'échelle internationale et qui effectivement applique les mêmes logiques autant à des pays qui ont une agriculture vivrière que des pays qui ont des capacités de production bien plus importantes avec des subventions plus fortes. Et donc bah, forcément, enfin c'est je trouve ce qui ressort bien dans ce dessin, si on part enfin ça peut pas fonctionner. Enfin, on se retrouve forcément avec des gens qui sont en situation de monopole et qui, qui vont, ne pas permettre aux autres États de développer leur système agricole, une fois qu'il est intégré dans la mondialisation. Ce qui a des conséquences fortes pour les pays concernés, puisque de nombreux pays dans le monde ne parviennent pas à assurer la sécurité alimentaire de leur population. Et donc, dans ces cas-là, ils dépendent de l'aide alimentaire fournie soit par des organisations supranationales comme l'ONU, par d'autres États ou par des ONG, des associations. Et justement, ces agricultures qui ont des difficultés à faire face à cette hiérarchisation, ce sont les agricultures vivrières, qui peinent à résister. C'est pas pour autant qu'elles ne résistent pas du tout, mais qui est plus mise en difficulté. Donc la on va dire le fait que certaines cultures destinées à l'exportation soient plus rentables du point de vue économique, ça fait reculer, les cultures vivrières. Culture vivrière, on parle aussi de culture familiale, ça veut dire la même chose. L'agriculture vivrière, on la voit donc c'est celle qui est représentée ici, donc agriculture familiale, hein, je vous ai dit on parle de la même chose. Elle fait vivre 80 des agriculteurs du monde. On a une majorité d'agriculteurs dans l'agriculture vivrière, mais pas du tout une majorité de rendement. C'est juste que c'est des agricultures, qui demandent beaucoup plus de main-d'œuvre. Donc c'est pour ça qu'il y a plus d'agriculteurs dans l'agriculture vivrière. Et ce qui est fascinant, c'est que malgré le recul de l'agriculture vivrière, le nombre d'agriculteurs dans l'agriculture vivrière augmente, notamment en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne, parce qu'il y a une croissance de la population et qu'une partie de cette population devient justement des agriculteurs qui font perdurer l'agriculture vivrière. Donc cette agriculture est très variée dans le monde, vraiment c'est une grande différence avec l'agriculture productiviste qui est extrêmement homogène, on fait tout le temps la même chose avec les mêmes espèces. Là c'est extrêmement varié, il y a de nombreuses techniques. Il peut y avoir de l'agriculture sur brûlis, donc on brûle des espaces avant de les mettre en culture, du pastoralisme nomade, donc des troupeaux qui enfin les personnes qui se déplacent avec les troupeaux, enfin plein de manières de cultiver en fait. Mais le point commun, c'est les faibles rendements. Donc la quantité produite par hectare, les rendements, et qui ne permet pas ou très peu l'exportation. Alors quand il y a de l'exportation, on parle de vivriers marchands, mais c'est toujours des quantités qui sont faibles.
Ah, les caractéristiques de l'agriculture vivrière, là je vous ai mis, une photographie en prise en Ouganda pour, illustrer ces différentes caractéristiques parce qu'on les voit bien. C'est des petites exploitations déjà, selon la FAO, c'est 84 des exploitations, du monde qui font moins de 2 hectares. Donc voilà, des petites exploitations avec un travail qui est manuel ou attelé, parfois une faible motorisation. Donc la conséquence, c'est, une main-d'œuvre qui est nombreuse et également peu de moyens techniques, avec une utilisation limitée des intrants. Donc les intrants, je vous rappelle, hein, c'est tout ce qui est, produits phytosanitaires, donc les pesticides et tout ce qui va être fertilisant, donc les engrais. Ça peut être aussi peu de moyens techniques, ça peut être une absence d'irrigation. Voilà, donc un peu moins de caractéristiques parce que comme je vous dis, c'est varié, mais ça, c'est un point commun avec également une agriculture qui est souvent familiale, voilà. Le cercle vicieux, c'est que de faible rendement, ça veut dire qu'il y a peu de surplus, de de production qui est commercialisable. Souvent, la plupart de la production est consommée par les personnes qui l'ont produite et sans ces surplus commercialisables, ça ne permet pas de dégager, de l'argent qui permettrait d'investir pour ensuite améliorer les rendements. Cette agriculture vivrière, elle est le plus souvent subie et majoritairement située dans les pays en développement. Heu, Après, elle ne s'y limite pas. Elle touche aussi des producteurs dans les pays qu'on met dans la grande catégorie, même si elle est très, très critiquable cette catégorie, mais qu'on associe aux pays des Nord. Par exemple, en Europe, vous pouvez regarder ce tableau. On voit que, par exemple, en Bulgarie ou en Roumanie, plus de 90 des exploitations font moins de 5 hectares. Donc ça montre, vraiment des petites exploitations, c'est signe d'une agriculture, vivrière qui ne peut pas être commerciale. Ça s'explique par la fin de l'URSS et la décollectivisation des terres, qui étaient, on va dire avant, heu, collectivisées donc rassemblés pour, être cultivés par, on va dire des communautés on va pas rentrer sur les trucs, historiques, mais en tout cas là, les individus peuvent récupérer, des parcelles, mais elles sont toutes petites. Il y a un démembrement des exploitations collectives et à cause de cette petite taille, elles bénéficient très peu des aides de la PAC, de la politique agricole commune, qui sont conditionnées à la surface cultivée. Donc, c'est difficile de rattraper la productivité agricole des grandes exploitations. Donc ces difficultés, elles peuvent aller très loin puisque l'agriculture vivrière ne permet pas toujours de nourrir la population locale à laquelle elle est destinée. On estime, qu'il y a 820 millions de personnes qui sont sous-alimentées dans le monde. C'est le chiffre de l'ONU en 2017. Ça veut dire quand même une personne sur 9 qui est sous-alimentée. Et chiffre important pour nous, parmi ces personnes sous-alimentées, c'est 70 des personnes qui vivent dans les espaces ruraux. 70 de ruraux dans les personnes sous-alimentées. Et ça s'explique pour plusieurs raisons. C'est lié déjà, au faible rendement, on l'a dit, mais aussi à l'insécurité foncière. C'est-à-dire que tous les agriculteurs n'ont pas forcément accès à suffisamment de terres agricoles pour pouvoir cultiver assez pour, se nourrir. En Inde, par exemple, là, c'est un chiffre de 2010 du ministère de l'Agriculture indien qui dit que la taille moyenne des exploitations en Inde est de 1,2 hectares et que la plupart ne sont pas irriguées. Or, 1,2 hectares d'exploitation non irriguée ne suffit pas à nourrir une famille. En plus, il y a, ah non, il y a d'autres enjeux, mais qu'on verra après. Donc voilà. Heu, Faut quand même, évidemment, ces agricultures, on l'a dit, sont, comparées aux agricultures productives, en difficulté face à la mondialisation. Mais, il faut souligner leur capacité d'adaptation parce qu'elles restent quand même importantes et certaines sont revalorisées aussi dans un contexte qui est de plus en plus critique à l'égard du modèle productif. On va donc voir, les critiques, du modèle productif et ses alternatives, en commençant par les critiques et ensuite en voyant les alternatives, dans, la prochaine vidéo.